Last time we talked about Athena's discovery of the aulos. But the mythical history of that instrument does not end there. Indeed, after Athena discards the aulos, it is picked up by Marsyas. Marsyas is a hybrid creature, half man, half beast, and he shall meet a gruesome fate at the hands of a god. For having claimed that he was a better musician than Apollo, he shall be flayed alive. Yet, as one keeps looking into these stories, the plot thickens. What shall we think of the aulos, which, despite its divine origin, ends up causing the death of Marsyas? Marsyas is Phrygian, and it is there, in Phrygia, that the ill-fated duel takes place. Should we therefore see in Apollo's victory of the Marsyas the triumph of Greek music over that of a foreigner? But that doesn't add up, because it is from Thebes, one of the most important Hellenic city-states, that the most famous aulos players come from. And since we're talking about Thebes, what credits can we give to the testimonies of witnesses who are torn between conflicted allegiances to Thebes, Athene, Sparta, all neighboring cities, but rivals nevertheless? I tried to investigate those matters, but the shadows were too deep, until, that is, I enlisted the help of an exceptional consultant, an expert by the name of Emmanuele Caire. Je m'appelle Emmanuele Caire, je ne suis pas du tout spécialiste de musique, mais je suis spécialiste théoriquement des idées politiques dans la Grèce antique. J'ai consacré un certain moment un article à la question de qui était joué de l'aulos à Athènes, était-il politiquement correct? Let's start at the beginning. Where does the first mention of Athena's discovery of the aulos come from? À ma connaissance, la Pitique 12 est la première attestation connue de cette allusion au mythe d'Athéna inventant l'aulos. The 12th Pythian Ode is a poem by Pindar, wherein he describes how Athena first discovered the aulos, and at the end of that version of the story, she gifts the aulos to mortals. Ce qui est important, c'est que c'est un instrument divin dont la paternité ou la maternité, comme on voulait, revient à Athéna. Donc à une déesse qui est une déesse importante. The legend, as Pindar tells it, paints the aulos under a very favorable light. And yet, I had my doubts. You must understand that when recounting such a story, poets are allowed some liberties. Ils puisent dans un fond qui est commun, mais selon les périodes, évidemment, le mythe peut être utilisé pour des raisons différentes, en particulier pour des raisons politiques à l'intérieur de la cité, mais aussi en fonction du sujet que choisit l'artiste ou le poète. Et il va donc utiliser le mythe à l'appui de ce qu'il veut montrer, ou de ce qu'il veut démontrer, ou de ce qu'il veut faire comprendre à ceux qui l'écoutent. Il faut que le mythe soit quand même suffisamment reconnaissable pour que les spectateurs ou les lecteurs
comprennent de quoi il s'agit, mais en même temps, il peut être transposé, renouvelé et sans cesse réactualisé. In our case, one must know that Pindar is of Theban origin. And at that time, during the 5th century BC, Thebes is basically the capital of the aulos. I was therefore worrying about whether Pindar's very positive account of the aulos might be motivated by the will to push the cultural force of his home city. Je n'y crois guère. Pindar, en fait, écrit pour des clients. Les pithiques, enfin les odes pindariques, les pithiques et autres, c'est des chants qui sont réalisés sur commande pour des vainqueurs dans des jeux, et que le genre littéraire auquel il appartient veut qu'on fasse l'éloge de son client, évidemment, de la victoire qu'il a remportée au jeu, mais évidemment aussi l'éloge de la cité à laquelle il appartient. Donc il écrit sur commande. C'est pas une écriture qui est une écriture politique au service d'une idéologie ou d'un patriotisme qui lui est personnel. Of course, that does not mean that Pindar is neutral. Who could claim to be so? But if he is motivated to say that the aulos is a gift from the goddess of wisdom, it is because the aulos does enjoy a real popularity within the Hellenic sphere. With that cleared up, how do we get to Marsyas? Pindar's account is not the only testimony that we have access to. Others put forward an element that is not present in Pindar's account. Rather than gifting the aulos to humans, Athena discards it. Comment Marsyas s'est-il trouvé en position d'avoir l'aulos? Soit il a récupéré le don d'Athéna, soit, justement dans une version postérieure, il l'a ramassé parce que Athéna l'avait rejeté. Other writers, later during the 5th century BC, bring up Athena's rejection of the aulos and use it to argue the misdeeds of that instrument. And it does seem to coincide with a lessening of people learning to play the aulos among young Athenian nobles. Athéna, après avoir offert l'aulos aux hommes, première partie du mythe dont on parlait tout à l'heure, et qui correspond en quelque sorte à la partie du mythe glorifiée au moment où évidemment l'aulos est en faveur, succède une seconde partie du mythe qui sert à justifier le fait qu'on enlève l'aulos de l'éducation. Et cette seconde partie, c'est celle qui fait que Athéna rejette l'aulos. Le mythe n'est plus c'est le don d'Athéna à la civilisation, mais ça va devenir c'est le rejet par Athéna d'un instrument qui n'est pas noble. Athènes rejette l'aulos parce qu'Athéna a rejeté l'aulos. This is illustrated by an anecdote about young Alcibiades, who refused to learn the aulos, invoking Athena's rejection of the instrument, first because it warps the face of the musician, and also because it muzzles him, preventing him from speaking while he's playing the instrument, unlike, say, the lyre. That is an interesting argument. However, once again, any investigator worth their salt knows that sometimes witnesses can provide a slightly altered version of the truth. Alors, le fait que ça empêche de parler, visiblement, ça, pendant longtemps, ça n'a gêné personne. En tout cas, si on en croit les représentations qu'on a de banquets
on a des joueurs d'aulos sont représentés en position de banquet couché, c'est-à-dire en tant que convives. Donc le fait d'en jouer ne posait aucun problème. Le fait que cela empêche de parler apparaît très ponctuellement dans la fameuse anecdote d'Alcibiade. Alcibiade refusait de jouer de la flûte et aurait pris l'argument de dire de toute manière, cela ne convient pas à un homme libre de jouer de l'aulos parce que cela l'empêche de parler. Et en plus, ça le rend moche puisque ça lui gonfle les joues. Avec cet argument, ça va très bien aux Thébains. Donc les enfants des Thébains ne savent pas parler, donc ils jouent de l'aulos. Mais nous, les Athéniens, qui sommes les maîtres de la parole, l'aulos, ce n'est pas pour nous. Un homme libre ne doit pas se museler la bouche. C'est par la parole, donc par le chant, éventuellement, qu'il doit faire valoir son arrêté, son excellence. Donc, il semble bien que c'est un argument qui est venu assez tard. Dans l'anecdote de Plutarque, l'initiateur de cet argument, c'est le petit Alcibiade, qui a convaincu tous ses copains et qui a eu tellement d'influence qu'à partir de lui, fini, plus personne ne veut jouer de l'aulos, et les cours d'aulos à l'école sont boycottés par toute la jeunesse athénienne. Bon, c'est une belle histoire, est-ce qu'elle est vraie Et je pense que c'est à ce moment-là que l'on va prendre l'argument de la bouche muselée avec l'image particulièrement frappante du Fort Bayonne, c'est-à-dire de cette lanière de cuir qui contient les joues de Lolette et qui lui donne l'impression de porter une muselière, pour opposer à l'aulos de l'esclave, finalement, le chant et la parole de l'homme libre. Those compromising images of guests playing the aulos certainly cast doubt upon Alcibiades' claims. Nevertheless, there is a lessening of aulos playing within the Athenian nobility. So, what is the cause of that? The mystery is yet unsolved. Mais donc, Marsyas, en possession de l'aulos, était devenu un musicien exemplaire qui arrivait à charmer tous les êtres vivants avec son aulos, et qui s'est tellement pris au sérieux, qui s'est tellement considéré comme le plus grand musicien qui soit, qu'il a osé défier Apollon, en le provoquant finalement à un concours de musique et à un affrontement, et en demandant aux dieux finalement d'être juge entre lui et Apollon pour savoir qui serait le meilleur musicien. Pour avoir osé défier Apollon, Marsyas va subir un châtiment exemplaire, c'est-à-dire il va être dépecé et exposé sans sa peau finalement, cloué à un arbre pour montrer ce que mérite quelqu'un qui défie un dieu, et plus particulièrement Apollon. An element of this second myth that many people have pointed out is that it takes place in Phrygia. This kingdom, located in what is currently Turkey, is a neighbor to the Greek world. They even named a musical scale after it, the Phrygian scale. But nevertheless, it is distinctly separate. A Phrygian is a foreigner. Could that be the motive of the crime, then? Apollo, patron of Greek civilization, is shown triumphing over Marsyas, whose predilection for the aulos shows that this instrument is an intruder within the Hellenic sphere, and in Athens in particular. And yet... Je ne suis pas sûre que ce soit dans ces conditions-là que ça se pose. Marsyas, il est surtout du côté de la sauvagerie. Il est souvent représenté comme un satyre. Donc,
quelque chose qui est du côté de la bestialité. Il est représenté avec sa peau, il n'est pas des dieux, il n'est pas des hommes. Le mythe d'origine de l'invention de la flûte par Athéna dit la flûte, c'est un instrument qui imite la voix des gorgones. Donc, je vais être simpliste, c'est un instrument sauvage. Donc, c'est pas la question de l'étranger qui est en jeu, c'est la question d'une redéfinition de ce qu'est la civilisation. Donc, il y a un moment où l'aulos, c'est la civilisation, parce que c'est le don d'Athéna, et puis il y a un moment où l'aulos, on le rejette ailleurs, dans cette limite de la sauvagerie, parce qu'Athéna l'a rejeté et que c'est devenu l'instrument de Marsyas. Alors, quel lien avec les Thébains? C'est peut-être aussi une manière de dire, ouais, les Thébains, eux, ils continuent à faire de l'aulos, c'est les pros de l'aulos, parce que, bien sûr, c'est des Grecs, les Thébains, mais c'est des Grecs qui sont pas encore très civilisés, qui sont encore proches, justement, de ce monde en partie animal, en partie sauvage. Ce n'est pas la lyre d'Apollon, ce n'est pas... Donc il y a évidemment une utilisation politique qui est faite, mais ce n'est pas l'assimilation directe de l'étranger Marsyas au Thébain. Must we then conclude that all those reasons, the derogatory myths, the muzzling, the face warping, the inferiority to the liar, those are all mere pretexts? Oui, bien évidemment, oui. From the beginning, I've been putting the clues together in the wrong order. I thought that the Athenian aristocracy was rejecting the aulos in spite of its growing popularity. But it's kind of the opposite. According to Emmanuele Caire, starting in the 5th century BC, aulos playing starts getting more professional, and therefore it gains in technical complexity. The aristocracy, where it was frequent to be an amateur aulos player, they can no longer compete with professional musicians or with slaves whose main activity is playing the aulos. And therefore they get kind of robbed of the aulos. By rejecting the aulos, they are trying to delegitimize it, making it the instrument of the ignorant, the mute, or the servile. Dès lors, il y a une déconsidération de cette aulos, musique technique, musique professionnelle, qui n'est pas la musique de la culture. Le paradoxe, c'est que finalement, au moment précis où il y a ce rejet de l'aulos, où se développe ce mythe de Marsyas, où les classes les plus aisées de la société disent l'aulos, point de l'aulos, ou les philosophes le condamnent, c'est aussi le moment où il a son plus grand succès à Athènes. That is our guilty party. The Athenian aristocracy put Marsyas to death. Then they disguised the crime scene and produced false witnesses to make it seem as though it was divine will. Case closed. Like 2,500 years after the fact, but of course, this is a conclusion that simplifies a lot of what actually happened and does not care about quite a few details. For instance, at the end of the 5th century BC, since the aulos has become this anti-democratic symbol, well, there are a few Athenian bigwigs who oppose democracy, who actually reappropriate the aulos. But that's another story, and one that I don't currently intend to get into.
However, if you do want to know more about the ambiguous place of the aulos in Athenian society, you can find in the description the link to the full interview that I did with Emmanuele Caire. I hope you'll enjoy that. I hope you enjoyed this video. Please, if you did, leave a comment telling me so, or maybe suggesting another topic that would interest you. See you next time. My stomach keeps gurgling. I'm hungry. But it's not near Phrygia.